Il y a pas longtemps, en regardant une newsletter américaine, je suis tombé sur un article du New York Times au titre intriguant. Teen subcultures are fading. Pity the poor kids. Les sous-cultures adolescentes sont en déclin. Pauvres enfants. La journaliste Mireille Silkoff rapporte une discussion avec sa fille à propos de la définition du style vestimentaire preppy, l'équivalent du BCBG américain. La mère est surprise de voir à quel point sa vision du preppy est différente de sa fille, biberonnée à TikTok et exposée aux multiples tendances esthétiques qui sont visibles sur le réseau. Silkoff a voulu essayer de comprendre ce rapport à l'esthétique de son enfant. C'est là qu'elle découvre l'Aesthetics Wiki, une encyclopédie en ligne qui recense des centaines et des centaines d'esthétiques. Ça va du classicisme au cyberpunk, avec pour chacun les codes vestimentaires, visuels ou musicaux qui sont rattachés à chaque instance. Ce wiki est loin d'être fréquenté par tous les jeunes, mais c'est le symptôme d'un changement selon elle. Les jeunes essaient désespérément de se trouver une identité, d'être validés, légitimés par la reconnaissance de leur père. Alors, c'est pas nouveau, ça existe depuis toujours, sauf que, désormais, ça peut se baser simplement sur des codes audiovisuels et n'avoir aucun lien avec la vie réelle. J'ai 10 ans de plus que la fille de Mireille Silkoff, mais en fait, son rapport à la culture, il m'est plutôt familier. Je crois que j'avais le même quand j'avais son âge. J'ai 22 ans. Je suis né en 2001 et j'ai sans doute passé la moitié de ma vie à être sur le web. C'est là que je me suis façonné ma culture, à coups de vidéos YouTube et de réseaux sociaux. Et ça a des effets bizarres. Par exemple, je suis fan de musique de danse. Pourtant, les fois où je suis sorti en boîte de nuit se comptent sur les doigts d'une main. J'ai jamais fait de rave party. Comment on peut aimer une musique en étant déconnecté des expériences sensibles et communautaires qui s'y attachent ? Je sais pas. En tout cas, ça me perturbe. Même chez mes potes les plus proches, il y a très peu d'aficionados de dance. Quand j'en écoute, c'est exclusivement avec mes écouteurs, sur mon téléphone ou mon ordinateur, dans mon petit appartement. On fait pas la teuf dans 17 mètres carrés. Ça peut être une déconnexion spatiale, mais aussi temporelle. Tiens justement, parmi les styles de musique de danse que j'écoute, il y a la synthwave. La synthwave, c'est un genre de musique électronique inspiré de la pop des années 80, mais aussi des bandes originales de certains films américains de l'époque, faites par Giorgio Moroder, Vangelis ou encore John Carpenter, le maître de l'horreur. Le point commun, c'est les sons de synthé qui paraissent datés. Si vous voyez pas, pensez à Stranger Things. Voilà, donc ça a un gros succès depuis une quinzaine d'années, mais la synthwave, en fait, ça vient pas des États-Unis. Beaucoup des pionniers viennent de l'Hexagone. Pas mal, non ? C'est français. Pourquoi ? Alors, la synthwave, c'est en quelque sorte la queue de la comète French Touch. À la fin des années 90, de nombreux musiciens parisiens comme les Daft Punk échantillonnent des vieux disques de funk, comme celui-ci, pour en faire des tubes électroniques. Et justement, les Daft Punk, ils cachent pas leur tendresse pour les ambiances musicales nostalgiques. Ils ont grandi dans les années 70 et 80, connus pour leurs dessins animés. Ça va accompagner toute leur carrière musicale, notamment celle du Daft Punk argenté, Thomas Bangalter. Lui et ses collègues vont persévérer dans ces sonorités nostalgiques en renforçant la place du synthétiseur avec des boucles euphoriques. On fait sonner les synthés un peu plus comme ceux des années 80 et on y est. La synthwave. Là, on entend un morceau de College et Minitel Rose. College, c'est David Grelier, moitié du duo Sexy Sushi. Et Minitel Rose, c'est un trio. À la fin des années 2000, il crée avec d'autres musiciens Valérie Collective, un réseau artistique où il s'amuse à produire des morceaux inspirés de la musique des années 80. En tant que pionniers, ils ont sorti ce qu'on entend en 2008. Moi, j'étais en CE1. Pour sûr, ils ont plus connu les années 80 que moi. Par contre, on a un point commun. On vient du même département. Ils sont nantais. Alors, j'ai contacté le chanteur de Minitel Rose, Raphaël Dervez. Aujourd'hui, il est directeur artistique, producteur et ingénieur du son pour les artistes de son label Future Records. En allant voir l'un de ceux qui ont créé cette musique d'internet si nostalgique, je me dis, peut-être qu'il pourrait m'aider. Pourquoi j'adore la synthwave alors que j'ai pas vécu les années 80 ?
Est-ce qu'on peut vivre une culture entièrement sur Internet, juste à travers des vidéos, des images et des musiques ? Et est-ce que ce déracinement spatial et temporel peut affaiblir les expériences culturelles des jeunes ? Salut, c'est Zachary pour le podcast. Salut, c'est Raphaël, viens, entre. Minitel Rose, c'est un groupe qu'on a commencé à créer en 2005-2006. On a créé ça dans notre coin, en fait, vraiment. Et c'était un peu les débuts de la musique sur Internet, et notamment de MySpace. Donc on mettait des démos dessus, sur MySpace, et on écoutait la musique des autres. On avait repéré des groupes, et je pense notamment à Anorak. Moi, j'adorais, il avait mis 2-3 morceaux sur son MySpace, mais je ne savais pas du tout d'où il était. En fait, je ne savais pas s'il habitait à Nantes, s'il habitait en Suède. Il y avait des groupes comme ça, on sentait qu'on partageait un genre d'esthétique. Et il a fallu qu'on se rencontre en vrai, en fait, autour d'un lieu, donc le lieu unique à Nantes. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte qu'on avait tous un point commun, une espèce de fantasme des années 80. Mais à la fois, on avait quand même tous un peu notre esthétique différente, mais ça formait quelque chose. Et du coup, on a décidé de se monter en collectif, où c'est avec Collège à la tête de ça, autour d'un blog avant tout et d'un mouvement. Je crois pas qu'on est vraiment, alors je vais pas parler pour tout le monde, mais la grande majorité du collectif n'écoutait pas en fait de musique des années 80, enfin assez peu. David écoutait beaucoup de techno. Nous avec Minitel Rose, on était plus les Beastie Boys, on écoutait pas mal de hip-hop, mais de l'électro aussi. En fait, on connaissait un petit peu les années 80, mais assez mal. On connaissait ça plus à travers les films finalement. Le point commun entre la techno, le hip-hop, enfin toutes ces musiques moderne de cette époque-là, c'est le début du sampling en fait. C'est vraiment le fait qu'on utilise des bouts d'autres musiques pour créer de la musique, avec l'arrivée des sampleurs japonais qui étaient très limités et qui ont créé cette espèce de truc de boucle infinie. Et donc nous en fait pour créer, on essayait d'utiliser donc de la musique, d'utiliser des samples et on allait chercher des samples ou dans les disques qui étaient pas chers en fait. Donc on essayait d'acheter des vinyles dans les brocantes etc. Et c'est vrai que les disques les moins chers c'était vraiment les disques des années 80, un petit peu années 70. Et au final, à force d'écouter ces disques pour, à la base, récupérer des petits bouts de synthé, des petits bouts de mélodie, etc., ben moi, j'ai fini, je pense, comme beaucoup, à apprécier cette musique. Et je passais plus de temps à chercher des samples, à écouter des musiques des années 70, 80, que vraiment à écouter la musique moderne, finalement, parce que je passais plus de temps à faire de la musique qu'à en écouter. Alors ça, c'est trop intéressant. La débrouille, les contraintes, ça booste la créativité. Et là, ça désacralise un peu ce rapport presque béat aux années 80, qu'on semblait apercevoir jusqu'ici à travers la musique du collectif. Mais du coup, je me dis, par rapport à d'autres musiques, est-ce que la synthwave porte un propos ? Est-ce qu'il y a un message politique derrière ? Je suis pas sûr qu'il y avait vraiment un message derrière, c'était des gens qui se rejoignaient autour d'une esthétique d'image, c'était de la musique très très influencée par les images. Je sais qu'avec Minitel Rose, on était presque du genre à faire la pochette avant de faire la musique, et en fait c'était vraiment la pochette qui inspirait les chansons, la musique qu'on allait faire. On n'a pas toujours fait ça comme ça, mais c'est arrivé, et aussi sur d'autres projets d'ailleurs. Et c'est vrai que l'imagerie a été vraiment très importante. C'est pour ça que Valérie, c'était avant tout un blog dont Collège s'occupait. C'était vraiment le début des blogs. Souvent, on avait un petit article de musique. David l'écrivait en français. On avait des gens qui, pour nous, le traduisaient en anglais. Et sauf que c'était une époque, c'était des musiques qui n'avaient pas de clip. On parlait des projets du collectif, des groupes qu'on trouvait sur le web ou qu'on croisait dans des soirées quand on était invité à jouer à l'étranger, etc. Et donc, il fallait illustrer en fait cette musique. Et comme on était très inspiré par l'imagerie des années 70, 80, jusqu'à début 90, du coup, David mettait des visuels à chaque poste. Et c'était vraiment quelque chose d'assez emblématique. C'est-à-dire quand on faisait des Valérie Parties, on les ramenait, ils étaient projetés. La moitié de la salle passait son temps à danser et à regarder les visuels, et c'était incroyable. Et oui, quand on remonte les archives d'Internet, on s'aperçoit que 15 ans avant Pinterest, à l'époque des blogs et de MySpace, certains internautes comme David Grelier scannaient à la main des vieux magazines. Pour Grelier, ou plutôt Collège, ça lui permettait de constituer un univers visuel pour Valérie, à base de coupes au bol, de produits technologiques vintage et d'images venues de séries ou de films. C'est sans doute aussi parce que c'est une musique très visuelle et cinématographique que la synthwave s'est rendue célèbre, avec le film Drive en 2011. Il y avait le Night Call de Kavinsky, bien sûr, mais aussi Collège et Electric Youth. Un coup de projecteur international
qui apparaît à l'époque comme un crépuscule du genre pour les musiciens qui le font vivre. Effectivement, moi je m'entends dire en 2011, non mais de toute façon ce genre-là c'est fini, on est condamné à devenir ringard ou alors il faut passer à un autre genre, à la dubstep ou j'en sais rien parce que ça allait assez vite quand même à l'époque. Mais c'est vrai qu'on se rendait pas compte, je pense qu'on était vraiment trop dedans et au final... En 2011, je pense que Synthwave c'était même pas commencé, n'avait même pas encore vraiment de nom. Et donc c'est marrant cette anecdote de se dire qu'un truc est fini alors qu'en fait il n'est pas vraiment commencé. Oui, d'ailleurs, c'est bien la preuve que c'était pas fini, parce que je viens de le voir aujourd'hui. D'ailleurs, on y arrive. Pourquoi des gens nés dans les années 2000, comme moi, peuvent aimer la Synthwave ? Ça devrait pas nous parler, non ? Ça m'étonne pas que des gens de 20 ans aujourd'hui se passionnent aussi pour les années 80 ou pour la Synthwave. Il faut savoir que moi les années... 70 par exemple, 60-70, je les ai découvertes grâce au hip-hop par exemple. Le hip-hop des années 90, il y avait beaucoup de samples des années 60-70 et du coup par curiosité de savoir d'où venait cette musique, quand tu creuses, tu trouves ça et tu trouves une autre culture et c'est trop satisfaisant quand tu as quelque chose qui te plaît, une culture et que tu grattes et qu'en dessous il y a encore autre chose. Et je pense que la génération d'aujourd'hui, ils font pareil, c'est-à-dire qu'ils vont écouter de la synthwave parce que ils ont peut-être écouté ça quand ils étaient enfants ou leurs grands frères et du coup ils vont se dire mais d'où ça vient cette musique et du coup ils découvrent les années 80 et aussi par le biais de séries comme Stranger Things, etc. Et je pense que pour tous les gens qui sont un peu curieux, ils se retrouvent à s'intéresser à des époques qui sont pas du tout vécues. Et pour moi, je trouve ça très sain et je trouve ça assez naturel. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Donc, Et tu sais en quelle année je suis né ? Alors, de mémoire, je sais que College, il est né au début des années 80. Bon, a priori, ça doit être la même chose. En 1985. Ce qui veut dire qu'au final, j'ai pas du tout connu les années 80. Enfin, très peu. J'étais enfant, j'ai très peu de souvenirs des années 80. Bon, malgré tout, j'ai quand même au moins 2 témoins directs autour de moi. Mes parents. Ils ont 20 ans de plus que Raphaël. Isabelle et Gaëtan sont nés en 1965. Ça veut dire qu'ils avaient entre 15 et 25 ans pendant les années 80. Là, on est sûr qu'il y a des souvenirs. Ça ressemble à quoi pour eux, la synthwave ? Il y a des petites choses dans les effets qui peuvent peut-être différer un petit peu. Par contre, globalement, le son, c'est vraiment ce qu'on entendait dans les années effectivement 80. Et beaucoup aussi dans la variété française. Par exemple, je pense à Jeanne Masse. C'était vraiment un peu ce son-là, les mêmes sons de synthé, les mêmes sons de boîte à rythme. Ça ressemblait beaucoup, oui. Plutôt de la variété française ou alors surtout des génériques, d'émissions d'information ou de séries américaines, ou plutôt des bruits ambiants, peut-être de publicité aussi. Bon, ok, je m'attendais pas à Jeanne Masse. A priori, le cahier des charges est rempli. La vision, elle est plutôt similaire. Ça vient des jingles de télé, des films et des séries, mais aussi de la pop et de la variété. D'où peut-être ce côté euphorique, rêveur, presque naïf de la synthwave. Mais les années 80, est-ce que c'était si joyeux que ça ? Les années 80, c'était plein de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait cette musique-là, mais il y avait plein d'autres musiques à côté. C'est un peu plus riche que l'image qu'on peut s'en faire, quoi. Donc, quand on a vécu l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas ce rapport enchanté, peut-être que les gens qui, finalement, le reconstruisent derrière à travers une musique, un style de musique ou des films, des choses comme ça, quoi. Et en termes de société, alors le côté naïf, moi, je n'irais pas jusque-là. Il y avait peut-être un côté naïveté... en opposition finalement à une certaine gravité de l'époque, parce que c'était l'époque du sida. Au niveau économique, c'était pas le top quand même. Je me souviens par exemple des chansons de Lio, des chansons d'Élie et Jacquenot. On avait ce côté un peu naïf, des petits synthés qui papillonnent, mais vu ce qui se passait à l'époque, c'était un peu aussi faisons la fête un peu avant l'apocalypse, quoi, parce que il y avait des choses qui n'étaient pas très gaies, donc ça apportait un petit peu un contraste. On avait envie de faire la fête là-dessus et d'oublier aussi des choses qui étaient pas très drôles à l'époque. Je pense aussi qu'à l'époque, il y avait un pendant beaucoup plus triste qui était une espèce de cold wave avec les albums de Cure, etc. Où on avait aussi en musique un peu synthétique l'autre côté, quoi, qui était beaucoup plus genre la tête contre les murs, je suis malheureux, quoi. Donc on avait ces deux aspects, donc on choisissait, quoi, suivant l'humeur du moment. Et un truc que je me demandais, c'est que le synthétiseur, peu importe le son qui sort de la machine, ça a longtemps eu une réputation d'instrument des années 70 et 80. En fait, je me demande, à l'époque, comment on se retrouve à entendre du synthétiseur ? Les synthétiseurs dans les années 80, pour moi, je les entends surtout dans des génériques, surtout dans des génériques aussi, mais c'est
presque plus années 70, dans les génériques de dessins animés. Voilà, on est bercé là-dedans. Et puis le premier morceau dont je me souviens, c'est Popcorn, parce qu'on avait dansé à une fin d'année en primaire sur Popcorn, et ça semblait un peu différent de ce qu'on écoutait. Mais après, les synthétiseurs, dans les années 80, oui, ça berce toute la variété, plein de groupes français qui sont sortis, et puis autrement, c'est de la musique qui devient un peu expérimentale. Par exemple, dans Yes, on a écouté beaucoup Yes avec ma sœur, et il me semble que là-dedans, il y a quand même beaucoup de synthétiseurs, et qu'il y a quand même une recherche nouvelle entre rock et jazz, et voilà, avec ces instruments-là, quoi. En fait, on parle années 80, mais évidemment que les années 70, la décennie précédente, elle imprégnait énormément cette période. Le 1er janvier 1980, les gens se sont pas réveillés avec une coupe mulet en se disant que désormais ils détestaient la musique des 10 dernières années. Et justement, on a l'impression que les musiques du passé ou qui rendent hommage au passé sont de plus en plus populaires depuis des décennies. Il se trouve que je lis pas mal à un journaliste anglais un peu star de la critique pop qui s'appelle Simon Reynolds. En 2012, il a sorti un gros bouquin intitulé Rétromania. Sa thèse, c'est que la musique populaire est de plus en plus marquée par le rétro et n'innove plus. Quand tu fais de la musique, t'es pas en train de te poser 1 milliard de questions, juste t'en fais, et t'as des influences, et parfois tu te rends pas compte, en fait, t'es influencé. Et moi, ça me choque pas dans le sens où l'art est comme ça, en fait, en général. C'est-à-dire que la musique s'inspire d'anciennes périodes musicales, mais c'est exactement le même cas pour la peinture, pour l'architecture. En fait, c'est des cycles. Pour la mode, les vêtements, il y a des modes qui reviennent sans cesse. Aujourd'hui, tu as l'impression où tu dis « Ah, encore un retour des années 70 ou machin », et tu verras que dans 20 ans, tu le verras plus que c'était un retour des 70. Parce qu'en fait, tu es quand même en train de créer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, non, c'est cyclique. Il y a des groupes qui vraiment font de la soul, style années 60, machin et tout. C'est leur kiff, ils font ça, c'est un genre. Et je veux dire, on se pose pas la question quand quelqu'un joue du jazz, il joue du jazz, tu vois. Et il y a des gens aussi, par contre, qui vont faire évoluer le jazz. Et en fait, c'est 2 catégories de gens, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et d'ailleurs, il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, en fait. Faut pas voir du rétro dans tout, je pense que c'est un peu faux. Et puis, c'est juste que parfois, il y a des tendances qui durent plus longtemps que d'autres. Parfois, il y en a que t'aimes pas, donc tu as envie qu'elles passent et elles passent pas. Et il y en a qui se transforment. Et il y a des choses, tu as l'impression que ça va durer 5 minutes et en fait, ça dure 15 ans. Moi, je pense qu'il y a plus de genres de musique que dans les années 60, 50, 70. Il y a beaucoup plus de trucs. Aujourd'hui, en plus, la chance, c'est que tu peux aller chercher de la musique et que des gens peuvent sortir de la musique, même sans être choisis par une maison de disques. N'importe qui peut mettre de la musique sur Internet et n'importe qui peut tomber dessus. Donc non, au contraire, je suis pas d'accord avec ça, avec le fait que ça tourne en rond, au contraire. Voilà, Internet a considérablement transformé le rapport à la musique. Ce qui nous amène à la question qui me taraude depuis que je discute avec Raphaël. Est-ce qu'on vit une culture quand on la consomme que par Internet ? Moi, je pense que oui, on peut vivre une culture qu'à travers Internet, parce que là, tu prends l'exemple de la synthwave, c'est une culture Internet, en fait. C'est un truc qui est né sur Internet. On avait du mal à trouver des labels au début, à presser des disques, donc la musique, elle n'existait que sur Internet. C'était un blog sur Internet. Pour moi, ça me choque pas. Nous, on est la première génération des groupes qui ont percé sur Internet grâce à MySpace. Sans MySpace, sans Internet, jamais on aurait fait des concerts à l'autre bout du monde, on aurait voyagé en Europe. Après, la différence, c'est que ça nous a fait percer et ça nous a amené à créer des soirées, à être invité à des concerts en Russie, en Angleterre, etc. Donc c'est quand même de l'Internet qui s'est transformé en réalité. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins le cas, mais moi, ça me choque pas parce que c'est une culture qui a toujours été un peu ce qu'on était, quoi, des geeks dans leur chambre qui écoutent de la musique et qui jouent à des vieux jeux vidéo. Et pour moi, on peut tout à fait vivre une culture à travers Internet. Ça me choque pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? La synthwave, c'est loin d'être le premier revival musical, en France comme ailleurs. Par contre, c'est peut-être l'un des premiers mouvements culturels nostalgiques qui est apparu et s'est popularisé sur Internet. Et ça l'a influencé dans sa conception. Et d'après un pionnier du genre, oui, on peut donc vivre une culture seulement par Internet. Mais parfois, comme on dit sur les réseaux sociaux, il faut toucher de l'herbe. Se déconnecter, aller en concert, créer des collectifs, monter des projets. Au boulot maintenant. Merci à Raphaël Dervez du groupe Minitel Rose et à mes parents, Isabelle et Gaëtan, pour avoir parlé dans le micro. Merci à Iris Ouedraogo pour ses précieux conseils.
Merci à Laura Blairet pour sa voix anglaise au début du podcast et au reste de mes camarades de la spécialité radio de l'École publique de journalisme de Tours, Thomas Semler et Maël Prévost. Enfin, remerciements spéciaux pour Louis Sora. L'ensemble des sources, musiques et sons extérieurs utilisés dans ce podcast sont listés dans un document accessible dans la description.